Nous sommes lundi 4 mars 2024. Une nouvelle semaine s'ouvre pour l'équipe du tribunal de l'actualité sur les antennes de vos médias leaders, auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de True TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la première audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, comme à chaque audience, je suis accompagné par des juges au siège. Bonjour à vous, juge Géofava. Bonjour, Président Kaboré, bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Et pour cette première convocation, le tribunal de l'actualité auditionne le docteur Harouna Louré. Il est ancien député de l'Assemblée législative de transition, médecin anesthésiste réanimateur. Avec lui, il sera question de l'analyse de la situation nationale et sous-régionale. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal de l'actualité, docteur Louré. Bonjour, merci pour l'invitation surtout. Et sur ce, je déclare ouverte cette première audience du tribunal de l'actualité avec l'étape des avant-propos. Juge Géofava, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal de l'actualité? Oui, merci, Président. Moi, je vais parler sport, m'intéresser à ce qui s'est passé le week-end. Championnat du monde d'athlétisme, c'était à Glasgow. On a Hugues Fabrice Zongo qui a encore fait parler de lui et donc fait parler du Burkina de la meilleure des façons. Il fait un saut à 17,53 mètres, ce qui lui donne donc la médaille d'or. Il est le champion en salle, on le dira. Et puis il faut le rappeler qu'en la matière, parlant de triple saut en salle, il détient toujours le record du monde. Je recherche, c'était 18,07 mètres qu'il avait sauté. C'était le 16 janvier 2021. Et depuis, il maintient toujours cette barre-là bien haute face à ses concurrents. Et c'est très intéressant parce qu'il monte jusqu'à 17,53. On est pas loin des JO de Paris. On sent que les choses sont en train de monter et ce qu'on peut lui espérer, c'est de pouvoir maintenir ce cap-là et puis nous envoyer la médaille d'or pour ces JO-là. Il a été déjà médaillé pour les Jeux Olympiques. Maintenant, c'est vraiment un gros espoir qu'il fonde, avoir cette autre couleur-là, la couleur que tout le monde veut, l'or. Et c'est ce qu'on peut lui souhaiter. On parle de sport, mais c'est dans un contexte où celui footballistique burkinabé ne se porte pas bien, où il y a un championnat qui a arrêté, les clubs qui demandent que leur soit retourné une certaine somme qu'ils ont consentie pour un championnat des petites catégories. Et depuis, on a comme l'impression que tout ne se dit pas, où il n'y a pas une claire vérité des choses, jusqu'à ce que le ministre ait dit que c'est au président de la fédération de s'assumer. La somme a été retournée pour l'organisation évidemment de ces championnats de petite catégorie là. Donc c'est à dire que la balle est dans le camp de la fédération qui doit vraiment dire ce qui est. Il y a une rencontre qui doit se faire cette semaine. On espère que des justes milieux seront trouvés parce qu'en la matière, j'ai comme l'impression qu'on a arrondi les angles juste pour aller à la CAN et puis on est revenu remettre les mêmes problèmes sur la table. S'il y a une vérité à dire, comme le dit le ministre, je pense que la fédération, avec son président, doivent s'assumer et puis le dire au club. Soit on avance, soit on tire les leçons de ce qui est en train de se passer en termes de comment on appelle ça, de fracture. Et pour moi, c'est vraiment pas bon parce qu'il y a des arbitres qui attendent, il y a des joueurs qui attendent, il y a des entraîneurs qui attendent et il y a un football avec des supporters et des amoureux de ce ballon rond-là qui attendent. Juge Bena Bougma, nous sommes lundi. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal? Merci, Président. Ce qui retient notre attention, c'est cette pensée que je vais partager avec vous de Napoleon Hill qui dit « Ceux qui abandonnent ne gagnent jamais, ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. » Donc ceux qui abandonnent ne gagnent jamais, ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. Donc c'est-à-dire que pour gagner, il ne faut pas abandonner. Il faut poursuivre ses rêves, il faut poursuivre ses ambitions, il faut poursuivre ses objectifs. Donc, trouver la raison pour laquelle, effectivement, on doit se battre. Parce que quand vous avez un pourquoi qui est fort, le comment, vous ne vous préoccupez plus de ça. Parce que le comment y arriver n'est plus un problème. C'est quand vous n'avez pas un pourquoi fort. C'est quand vous savez pourquoi est-ce que vous devez avancer dans cette direction. En ce moment, il n'y a même plus de vent contraire, puisque vous savez où vous voulez aller. Donc, effectivement, vous n'avez plus le droit d'abandonner, sauf si vous ne voulez pas gagner. Donc si vous voulez gagner, il ne faut pas abandonner. Maintenant, si vous ne voulez pas gagner, il faut abandonner. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, c'est un choix que chacun fait ou chacune fait et assume. Donc du courage à ceux qui, effectivement, tiennent un bon bout du filon,
qui fera effort et dur pour pouvoir arracher ce qu'ils poursuivent, ce qu'elles cherchent. Courage également aux forces de défense et de sécurité, aux VDP qui sont sur le front et surtout toutes ces personnes également qui sont impliquées dans l'humanitaire pour assister les personnes déplacées internes pour donner de l'espoir et un brin de sourire. Je termine donc en souhaitant un très bon lundi à tout le monde et une excellente semaine. Merci à vous, messieurs les juges, pour ces avant-propos. L'ancien député à l'Assemblée législative de transition, le docteur Harouna Louré, est notre convoqué pour cette première audience au tribunal de l'actualité. Première question de généralité. Vous avez plusieurs casquettes. Parmi ces casquettes, vous avez celle d'animateur. Vous êtes également anesthésiste, médecin anesthésiste et réanimateur. Alors, on sait que depuis juillet dernier, les interventions des agents de santé au niveau des structures privées sont réglementées. Comment se fait la mise en œuvre en attendant l'échéance des 2 ans pour le choix entre le public et le privé? Merci bien. Comme le juge Bougouma l'a si bien dit, je souhaiterais d'abord lancer, disons, tous mes encouragements, toutes mes félicitations à nos militaires et à nos VDP qui sont sur le front et qui se battent jour et nuit pour que nous puissions, dans une relative sécurité, pouvoir vaquer à nos occupations et aussi m'incliner vis-à-vis de tous ceux qui sont tombés, à la mémoire de tous ceux qui sont tombés au front en défendant la patrie. Aussi lancer un encouragement à toutes les personnes aujourd'hui qui sont victimes de l'arbitraire et un encouragement également à leurs familles. Et pour terminer, nous avons vu la fin de la semaine a été très mouvementée vis-à-vis des attaques des populations civiles. C'est aussi m'incliner vis-à-vis de tout cela et espérer que nous trouverons le bon bout. Nous nous battrons pour ce bon bout pour qu'ensemble nous puissions vaincre cette question terroriste. Pour revenir à votre question, je suis médecin anesthésiste réanimateur. Ma toute petite expérience de nos hôpitaux, aussi bien publics que privés, au Burkina Faso aussi bien ailleurs, je sais que cette mesure qu'on essaie de mettre en place, les populations vont en pâtir. Je ne dis pas que nous n'avons pas le droit d'inventer la roue, mais quand vous inventez la roue, prenez le soin de ne pas risquer la santé de vos populations. Je dirais que c'est une mesure hasardeuse, parce que si nous partons, aucune structure publique et privée burkinabé ne peut avoir son personnel propre. Et je prends un exemple terre à terre. Aujourd'hui, si vous lancez une structure privée, on vous dit directement, vous devez avoir une capacité en ressources humaines, puisque vous ne pouvez plus avoir de la vacation. Vous devez avoir une capacité en ressources humaines élevée. Alors que nous savons que vous ne pouvez pas avoir 5 anesthésistes réanimateurs, vous ne pouvez pas avoir 5 chirurgiens. Vous ne pouvez pas parce que le coût de cette ressource humaine-là coûte extrêmement cher. Et je dis c'est triste parce qu'on demande aujourd'hui à un directeur d'hôpital qui est incapable de surveiller que ses agents font effectivement leurs 40 heures de service, mais de vérifier qu'ils ne partent pas ailleurs pour exercer. Mais le contrat voudrait que non, l'agent public puisse remplir conformément au test ses 40 heures de service, parce qu'on fait croire que le système de santé privé ne fait pas partie du système de santé national. Le ministère de la Santé, ce n'est pas le ministère de la Santé des structures publiques, c'est le ministère de la Santé de tout le Burkina Faso. Et j'aurais aimé qu'en concertation aussi bien avec les praticiens, les propriétaires de cliniques, qu'on trouve la forme adéquate. Parce que je sais que aujourd'hui nous avons tellement de problèmes que pour surveiller la mise en œuvre de cette mesure, qui surveille? On demandera aux directeurs des hôpitaux de surveiller leurs agents, on demandera aux structures privées de surveiller ceux qui viennent faire de la vacation, sachant que cette mesure n'a jamais été mise en œuvre quelque part pour que ça fonctionne. Bref, on attend voir comment la mise en œuvre se fera. Je sais qu'il y a déjà des conventions qui sont par-ci par-là, les gens signent, mais en même temps, il y a beaucoup de médecins, surtout les spécialistes, qui quittent la fonction publique actuellement. Et quand je dis quitte la fonction publique... Il y a tout de même un délai de 2 ans pour faire l'option du privé ou du public. Oui, mais les gens n'ont même pas forcément besoin d'attendre. Parce que quand les gens trouvent que c'est un manque de considération à leurs égards, malgré les efforts qu'ils font pour que nos structures publiques fonctionnent. Je vous dis, en âme et conscience, aujourd'hui, tous nos CHI qui sont là, si le personnel décide de ne plus travailler en se basant sur les références du ministère de la Santé, parce que le ministère de la Santé a publié récemment les normes pour fonctionner. On ferme tous nos centres de santé en se basant simplement sur les normes que le ministère de la Santé lui-même a produites. Parce que ces normes ne sont pas respectées. Donc, il aurait peut-être fallu trouver le juste milieu entre les praticiens, les propriétaires des structures privées, parce que ce qu'on veut, c'est d'offrir
des soins de qualité, aussi bien dans le public que dans le privé, à nos agents de santé. Moi, quand on m'en parle souvent, je dis je ne me sens pas très inquiet, parce que tant que personne ne vous retire votre diplôme, vous n'avez pas fait votre diplôme pour rester dans la fonction publique, sachant que vous pouvez rester exercer au Burkina. Et aujourd'hui, ce qui est triste, vraiment, c'est que nous n'arrivons pas à garder nos compétences. Parce que quand vous formez un médecin spécialiste, c'est Bac plus 12. Quand vous le mettez quasiment à la porte, il y a des pays qui l'attendent les bras ouverts. Parce que c'est un produit fini. Parce que 12 ans après le bac, pour former quelqu'un, ça coûte extrêmement cher. Et aujourd'hui, nous prenons les pays européens. Beaucoup n'ont pas ces ressources humaines-là. Donc, c'est vraiment des portes qu'on ouvre à la fuite de ces ressources humaines-là. Et je trouve ça vraiment dommage. Messieurs les juges, le convoqué est à vous pour des questions de généralité. Oui, je reste dans ce même registre. Le docteur dit qu'il y a des normes que le ministère m'a édictées qui si on veut les respecter, on ne pourra même pas, est-ce qu'on peut avoir l'idée de ces normes-là? Non, ce sont les normes, par exemple, en infrastructure. Parce que dans ces normes-là, ce sont les normes en infrastructure. Il faut ça, il faut ci, il faut ça, pour offrir tel type de soins. Et quand je prends nos structures de santé, beaucoup de centres même manquent de quoi que ce soit. Je prends un exemple. En principe, tout le matériel que j'ai, stéthoscope, tensiomètre, pour faire ma consultation, l'hôpital devait mettre ça à ma disposition. Mais je peux vous garantir, vous ferez tous nos hôpitaux, vous verrez que non. Ce sont les agents eux-mêmes qui paient leur stéthoscope, qui paient leur tensiomètre. Il suffit pour un agent, par exemple, dire je suis en consultation, on n'a pas mis à ma disposition un tensiomètre, un stéthoscope, je ne peux pas consulter. En fait, ça, c'est l'exemple aussi basique que ça. Je ne parle pas dans du matériel un peu plus lourd. Je ne parle pas dans des détails un peu plus désagréables. Parce que je prends l'exemple d'un bloc opératoire où, par exemple, je n'ai pas quelques produits où je ne peux pas l'avoir. Mais on se débrouille quand même parce qu'on se dit que c'est la santé des populations. On colmate par-ci et par-là. Mais si derrière ça, on veut faire croire à la population que vous ne travaillez pas, puisque c'est ce qui frustre les gens. Et moi, je connais des excellents médecins aujourd'hui qui sont en train de quitter la fonction publique parce qu'ils trouvent qu'ils font assez de sacrifices pour que leur ministère de tutelle ne puisse pas reconnaître les sacrifices qu'ils font pour que le système puisse fonctionner. Il fut une période où effectivement les médecins désertaient les structures publiques et autres, mais aujourd'hui il y a un autocontrôle à notre propre sein. Moi je suis réanimateur, j'ai besoin d'un chirurgien qui n'est pas là, c'est moi je fais la bac avant que ça n'arrive à la direction. Donc il y a ce mécanisme qui s'est mis en place pour que ça puisse fonctionner. Parce qu'on n'a pas besoin que ça soit un parent pour se battre, parce que tout malade qui rentre dans un hôpital, il doit pouvoir bénéficier des soins de qualité. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont régulées et aujourd'hui un directeur d'hôpital a tous les mécanismes pour surveiller et sanctionner un agent indélicat qui ne fait pas ses 40 heures de service. Mais je pense que le problème n'était pas tant est-ce que les gens faisaient le boulot ou pas. Le problème se situait peut-être à un autre niveau où les gens ont décidé peut-être pour mettre les bâtons dans les roues de certains parce que, avec des considérations que je pense qui ne sont pas très éthiques. Parce que si c'est vraiment l'effectivité de beaucoup d'agents, je pense que beaucoup d'agents remplissent convenablement et même au-delà leurs 40 heures de service. Question de GLT, juge Favara. Peut-être sur la même question, c'est que pour beaucoup aussi, il y a la perception faite du médecin qui remplit ses heures vite fait et qui va dans le privé aller se faire aussi ses sous. Et donc, qui est moins accessible là où il est au public, plus accessible au privé, plus enclin et plus prompt vis-à-vis du demandeur de service. C'est un peu cette perception-là que beaucoup ont eu et qui a fait que quand on a dit ça, les gens disent « Ah, mais c'est vrai, ça va régler un problème parce que nous, on pense que c'est comme ça. » En fait, cette perception n'est pas forcément erronée, mais je pense que c'est parce que souvent nous manquons d'explications. Mais cette perception, je pense qu'il fut un temps où vraiment c'était plus flagrant. Mais aujourd'hui, de moins en moins. Par exemple, ce sont des heures de service. Un directeur d'hôpital, j'ai mes 40 heures, le programme est bel et bien fixé. Il sait que son agent remplit ses 40 heures. Mais ce qui est pire dans ce problème, c'est qu'on dit par exemple, le week-end, le dimanche, le samedi, ou par exemple, je suis anesthésique, on veut opérer un malade à 22h, je ne suis pas de service, que je ne puisse pas aller. Si on avait interdit, par exemple, on dit, dans les heures de service, de telle heure à telle heure, on ne veut pas voir les agents, à la limite, on pouvait comprendre. Mais on dit même le jour férié, où je ne travaille pas, au lieu de vendre cette compétence, aller soigner des populations burkinabées, on dit non, je ne peux rien faire. C'est-à-dire mon dimanche, je ne peux rien faire, je ne peux même pas faire du privé là-dessus. Mon samedi, je ne peux rien faire. C'est-à-dire, je suis descendu, j'ai fait mon... Même si on a besoin de vous au privé, même s'il y a un cas de force majeure, il y a... La loi dit non, que je ne peux rien faire, même si c'est quelqu'un qui est en train de mourir. Et c'est ce qui fait qu'on va très loin. On dit, nos structures privées, quand nous prenons nos grandes villes, ils donnent au moins presque 30% des soins. Et les urgences, on le sait tous. Combien de fois on a vu des gens qui ont fait le tour de la ville de Ouagadougou sans pouvoir se faire soigner et ils sont allés dans le privé pour se faire soigner. Je dis, ce sont des Burkinabés qu'on soigne. Et si le problème, c'était vraiment l'effectivité des agents dans les hôpitaux publics,
on n'avait pas besoin de faire tout ce bruit-là. On aurait pu le régler en interne facilement. Chose qui est déjà faite selon moi. Pour 90% en tout cas, je sais que les agents vraiment restent à leur poste et sont efficaces dans nos hôpitaux. Et moi, ce qui m'inquiète, l'autre aspect, c'est que les gens ne boycottent d'une certaine manière le système public. Parce que comme je le disais tout à l'heure, en se basant même sur les référentiels du ministère de la Santé, on peut fermer tous nos hôpitaux aujourd'hui. Alors, docteur Louré, vous êtes convoqué pour cette audience du tribunal de l'actualité pour analyser la situation nationale et sous-régionale. On se souvient qu'en septembre dernier, vous avez fait l'objet d'une réquisition. Vous avez pu regagner votre domicile en décembre. Pour beaucoup, ils ne connaissent pas la réalité du front. Vous qui avez été aux côtés des FDS et des volontaires pour la défense de la patrie, quelle est la réalité du front? Vous savez, c'est vrai. Peut-être que certains diront quelque chose malheur est bon. Parce qu'en septembre, effectivement, je dirais que j'ai été victime d'une réquisition arbitraire. Arbitraire en ce sens que même après la justice a dit de suspendre les réquisitions. Et la preuve en est que quand on a eu besoin encore d'autres agents de santé, on est passé par le ministère de la Santé qui a imputé ça aux directions compétentes. Donc, pour moi, j'ai été victime d'une réquisition arbitraire. Ça, je ne transige pas là-dessus. Cependant, cela m'a permis de voir aussi autre aspect de la vie militaire. Maintenant, quelle est l'expérience du front, ou bien quelle est la situation du front, c'est difficile à dire parce que chacun le vit différemment. J'ai été dans deux camps militaires, puis un détachement militaire. Je ne peux que dire la réalité, ce qui n'est pas forcément la réalité du front. Même si j'étais sorti avec des unités, c'est la réalité des unités. Sorti avec des unités sur le terrain. Mais cela reste une part de la réalité du front parce que le front étant très vaste. Cependant, ce que je peux dire, facilement, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, nos militaires sont mieux armés parce que à l'époque, quand nous sortions pour manifester, pour doter plus les militaires de matériel, on a souvent dit que quand les détachements partent se relayer, ils laissent même les armes et ceux qui sont là récupèrent. Mais aujourd'hui, au moins, chacun a, comme le président lui-même aime le dire, sa calache et 3 ou 4 chargeurs. Ça, c'est un fait qui est là. Ça, c'est un fait. Et aussi, la réorganisation, nous avons vu aussi la réorganisation, pas mal. Aujourd'hui, on a ça, tout le monde le dit, tout le monde le voit. On a les bires, on a une vingtaine de bires qui sont assez bien armés. Donc ça aussi, c'est un fait. Mais maintenant, si on va plus loin pour parler de d'autres, peut-être que nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Ça, c'est ce qui se présente au front. Maintenant, est-ce que dire que le front, ça bouge de partout, ça ne bouge pas de partout? Je pense que chacun ne peut dire que ce qu'il a vu, même si tu as suivi une unité, ce n'est que la réalité de l'unité ou la réalité du camp. Alors, déjà, on note l'acquisition en matériel et aussi la création, la réorganisation de l'armée. Monsieur les juges, dans le fond. D'accord. Vous y avez été. Et tout à l'heure, vous disiez, lorsque il y a eu des besoins, cette fois-ci, c'est passé par le ministère. Et donc, ça a suivi un autre circuit. Mais là, c'est pour la compétence. Là, c'est une question de compétence qui est demandée sûrement au front, peut-être en matière de santé ou dans des domaines bien précis. Mais vous, quand vous avez été réquisitionné, est-ce que sur le front, c'était votre compétence qui a été beaucoup plus mise en avant et qui a beaucoup plus servi? Oui, malheureusement, ça n'a pas été le cas parce que sur ma réquisition, on a dit pour service médical, je suis anesthésiste réanimateur, c'est-à-dire pour pouvoir exercer, de prime abord, j'ai besoin d'un bloc opératoire ou d'un service de réanimation. Et je dis, même dans l'organisation militaire, les spécialistes ne sont pas au front. Quand je dis au front, ils ne sont pas dans un détachement. Dans un détachement, à la limite, on a un infirmier, on n'a pas un médecin généraliste. Donc quand vous voulez envoyer un spécialiste dans un détachement, bon, peut-être de manière ponctuelle, aller faire une évacuation et puis revenir. Mais dans l'organisation militaire, il n'y a aucun spécialiste qui est dans un détachement. Et même quand on prend les autres détachements ou bien dans d'autres camps, ce sont des médecins généralistes qui sont là-bas. Donc ça veut dire déjà qu'on ne pouvait pas exploiter ma compétence en tant que médecin anesthésiste réanimateur. Et si je veux raisonner en tant qu'entrepreneur... Ma compétence en tant qu'anesthésiste réanimateur, je pense que non, parce que je n'ai pas été dans un bloc opératoire ni dans un service de réanimation. Mais mes connaissances médicales ont pu servir parce que de temps à autre, il y avait des cas, il y avait des malades, et je donnais mon avis là-dessus, je faisais du traitement. Mais là, on n'avait pas besoin de la compétence d'un anesthésiste réanimateur. Tout bon médecin généraliste ferait l'affaire amplement. Juge Bernard Bougman. Oui, c'est vrai, il y a vos compétences en tant que médecin qui ont également été sollicitées. Maintenant, bon, effectivement, sur le plan théorique, qu'est-ce que vous avez vécu? Sur le plan théorique, je dirais que cette réquisition, ça a été peut-être pour moi une occasion de faire face à mes propres peurs. C'est-à-dire le bénéfice que j'ai eu de cette réquisition, c'est de raffermir certaines de mes positions et de mes convictions. C'est de mûrir sur le plan de la lutte. Parce qu'à un certain moment,
vous traversez une situation de peur, mais vous arrivez à aller au-delà de la peur parce que vous cherchez à quelque chose auquel vous accrochez. Certains on dit non, quand je reviens, je dois rester silencieux, mais je me dis, je ne le fais pas juste pour juste amuser la galerie, mais je le fais parce que je peux me tromper, certes, parce qu'il y a une conviction profonde derrière qui dit que non, il faut peut-être que nous associons les différentes intelligences, les différentes expériences pour pouvoir construire quelque chose. Et cela m'a permis aussi, sur le plan théorique, comme vous le dites, de me rassurer que non, la question du tout militaire, ça ne peut pas résoudre le problème. La preuve, c'est qu'on a dit tantôt, nous sommes mieux armés militairement, nous sommes mieux organisés. Mais nous avons vu en décembre la manière, si je me base sur les données des médias d'État, quand on me dit qu'il y a 3000 terroristes qui attaquent un détachement, mais pour moi, si jusqu'à aujourd'hui 3000 terroristes peuvent se réunir pour attaquer un détachement, même si je suis militaire, je ne suis pas tranquille. C'est-à-dire que nous sommes loin du compte. Nous avons vu, encore si je me base sur les médias d'État, la semaine passée du 25 février, qu'on a attaqué simultanément quasi 10 endroits. Si les terroristes ont cette capacité de nous attaquer aujourd'hui encore simultanément, alors que nous avons dit que nous avons développé la guerre, ils sont capables de faire ça. Moi, c'est pas tant on les a tués, on les a pas tués, mais déjà avoir cette possibilité de le faire, ça fait que je remets beaucoup de choses en question et je pense que la question du tout militaire, je l'ai raffermi là-bas, ça ne sera absolument pas la solution. Quelle est cette autre solution que vous proposez au-delà du tout militaire, au-delà de l'acquisition du matériel, de la réorganisation? Oui, au-delà de l'acquisition du matériel, comme on le dit, nous sommes dans une guerre asymétrique. Si c'est être militairement armé, je peux dire que nous sommes 100 fois plus armés que les terroristes. Ils n'ont que des motos, peut-être souvent quelques blindés. Nous avons des blindés, nous avons de l'armement assez lourd, nous avons des trucs. Mais en même temps, c'est pas que c'est une guerre symétrique où ils sont de l'autre côté, où nous sommes de l'autre côté que nous les attaquons. Quand nous prenons aujourd'hui la question du terrorisme, nous ne faisions pas de la prévention du terrorisme. Nous ne faisons que traiter les conséquences du terrorisme, pas de la violence. Et nous le savons tous. Qui utilise la violence exacerbe la violence. Si nous prenons rien que par les médias d'État les chiffres de terroristes qu'on tue au quotidien, mais ça continue de pulluler. C'est qu'il y a un problème fondamental quelque part. Parce que dans notre stratégie globale de lutte contre le terrorisme, nous ne faisons pas de la prévention du terrorisme. Et cette prévention du terrorisme ne peut se faire dans la violation continue des droits des citoyens. Moi, je dis, nous sommes à Ouagadougou, on peut m'enlever comme on veut, mais imaginons ceux qui sont dans des zones reculées, ceux qui peuvent vivre. Et quelqu'un qui est victime de cette injustice, bon, peut-être c'est parce que je suis à Ouagadougou. Combien de personnes ont fui le Burkina Faso actuellement parce qu'ils craignent pour leur propre vie et ils craignent pour leur sûreté? Celui qui est là-bas, il ne peut pas fuir peut-être le Burkina Faso. Il a quel autre choix? Donc, pour dire simplement que nous devons faire de la prévention du terrorisme, communiquer, discuter avec les différentes communautés de telle sorte qu'ils puissent se sentir appartenir au Burkina Faso et que l'État, ils font partie d'un État qui veille sur eux. En même temps, trouver des mécanismes d'échappatoire au terrorisme. C'est-à-dire ces jeunes-là qui veulent peut-être revenir, mais qui n'ont autre choix parce que revenir, c'est se donner à la mort. Est-ce une façon d'évoyer, de prôner la négociation? En fait, quand on dit négociation, le terme a été vidé de son sens. Ce n'est pas de la négociation, mais c'est une stratégie de prévention. Parce que quand on dit négociation, les gens ont l'impression non, on leur donne de l'argent, ils restent dans leur coin, nous on reste dans notre coin. Non, c'est absolument pas ça. Quand on dit de communiquer, c'est de trouver avec les différentes communautés pour pouvoir vraiment faire de la prévention du terrorisme. Et quand nous quittons le Burkina Faso jeudi, quand nous prenons les États-Unis, en Afghanistan, si rien que les moyens pouvaient lutter contre le terrorisme, ça allait. Ils n'allaient pas échouer. Et même eux, à la fin, ils ont revu leur stratégie, de telle sorte que la communication avec les communautés a été au centre de la gestion de la crise terroriste. Vous étiez député à l'Assemblée législative de transition au moment des faits. Sous le régime précédent, des discussions ont été menées dans certains endroits du Burkina. Est-ce qu'en termes de bilan, il y a eu quelque chose pour qu'on en revienne sur cette même façon de faire? C'est vrai, à l'époque, je n'ai pas été dans le secret des dieux, mais après avoir discuté avec certains officiers sur cette question, beaucoup ont trouvé que finalement, ceux qui sont revenus à la raison, comme on le dira, quand ils jouaient au football, ils se rendaient compte que ce sont des citoyens comme vous et moi. C'est-à-dire que ce qu'on tente de faire croire, c'est des diables, c'est pas forcément ça. Il y a des concours de circonstances qui ont fait que certains Burkinabés ont pris des armes. Je ne les défends absolument pas. Je dis juste, nous devons réfléchir à la cause réelle du terrorisme afin de faire de la prévention du terrorisme, plutôt que de lutter que contre les conséquences. Et au-delà de ce que moi je dis, tous les grands auteurs qui ont débattu sur les questions de la lutte de la guerre insurrectionnelle vous diront la question ne peut se résoudre que sur le plan militaire parce qu'il faut ajouter pas mal d'autres aspects pour qu'on puisse aller ensemble trouver des solutions idoines. Juge Ofava. Oui, et sur cet aspect-là, est-ce que vous pensez que c'est seulement du militaire? Parce que, quoi qu'on dise, il y a le discours du président dans lequel il faut savoir lire aussi. Il dit clairement que ceux qui viennent, il n'y a pas de problème. Si vous avez une arme,
il n'y a pas 40 façons de discuter. On va discuter avec les armes. Si vous les déposez, les bras sont ouverts. Mais il y aurait un moment où ça ne sera plus possible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant, c'est encore possible. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres voies qui sont usitées. Maintenant, peut-être que c'est pas mis sur la place publique, ou bien ce n'est pas de communication outre mesure, mais ce sont des voies peut-être qui sont usitées. Mais c'est qu'il y avait une guerre à faire. Ce qui a été fait en termes de reproches, que ce soit au régime de Roch Kaboré, tout comme à celui de Damiba qui est arrivé, c'est de ne pas vraiment voir cette guerre-là se mener. Au moins avec le capitaine Ibrahim Traoré, il n'y a pas ce débat. Il y a l'option d'une guerre qui est en train d'être menée. Mais avant, il y avait comme les autres alternatives qui étaient mises vraiment en avant. Tant et si bien que le Burkinabé se disait, mais attendons, il y a des gens qui nous tuent matin, midi et soir, puis on a l'impression qu'on ne veut pas donner la riposte. Sous Damiba, lorsque vous étiez par exemple à l'Assemblée nationale, vous parliez de ces négociations, à la limite, on comprenait un double discours qui était celui que l'État ne s'engage pas dans les discussions, c'est plutôt au niveau déconcentré, communal ou rural là-bas, que vous pouvez trouver des justes milieux d'entente. Mais c'est quel type de discussion pour avoir quel type de résultat? Lorsqu'on a un État central qui dans la dynamique lui-même ne veut pas s'assumer, pour ne pas qu'on lui dise qu'il négocie avec le terrorisme, c'est tellement complexe. Mais je dis, on est dans une situation où il y a une guerre à faire au moins qui est faite. Et il y a des mécanismes à côté, peut-être qui ne sont pas mis en avant, mais qui pour moi, quand on écoute le discours, doivent continuer de se faire. Oui, en fait, je suis d'accord. Il y a une guerre, personne ne s'oppose à cette guerre. Et comme vous l'avez si bien rappelé, sous Roch, on a demandé à ce qu'on mène cette guerre. Mais en même temps qu'on mène cette guerre, il faut que cette guerre soit dans une stratégie globale qui permet de veiller, puisque la guerre, ce n'est que la conséquence, ce n'est pas la cause. Si je ne fais que traiter la conséquence, je ne vais pas en finir parce qu'il y a toujours la cause qui fait. Et mener cette guerre, elle est tout à fait légitime. Des gens nous attaquent, il faut attaquer. Je dis juste, en associant à cette guerre, il faut mettre en place les mécanismes de prévention du terrorisme. Parce que souvent, quand on parle, c'est pas que on dit qu'il n'y a pas la guerre. Je viens de le dire, on est mieux armé. On est mieux réorganisé. Mais n'empêche que si nous prenons les événements de ces derniers temps, cela n'a pas empêché que nous vivons des drames qui sont encore, je dirais, pires que ce que nous avions vu auparavant. Le procureur de Waïgua a dit près de 170 civils qui ont été tués. On a vu une mosquée qui a été attaquée, une église qui a été attaquée dans une semaine. C'est-à-dire que fait que la guerre ne va produire que de la guerre. Concomitamment, c'est pas que je défends tel ou tel régime, non. Je dis juste que dans les grandes pensées de la lutte insurrectionnelle, il faut associer d'autres mécanismes pour surtout faire la prévention contre le terrorisme. Et ceux qui auront toujours les armes, il faut indéniablement. Il faut que l'État l'assume. Il faut que ça soit une communication. Et si vous dites qu'il y a des mécanismes peut-être qui sont en bas, si moi je suis à Ouagadougou, j'ai accès à tous l'essentiel des médias, je ne suis pas informé de ça. Le terrorisme qui est au fond diable, c'est pas évident qu'il puisse savoir qu'il a une possibilité de sortir de ce carcan-là, de cette tour infernale qui aujourd'hui n'arrange personne. Parce que quoi qu'on dise, aujourd'hui c'est quoi le terrorisme? C'est un tiers de notre budget qui rentre dans du feu, il faut l'appeler comme ça. C'est un tiers de notre budget qui rentre dans du feu. Ce sont des jeunes burkinabés qui meurent d'une manière aussi bien des civils que des militaires. C'est une économie qui est en berne. Donc peut-être associer d'autres mécanismes à la question de faire purement de la guerre permettra de trouver des solutions plus rapidement que si nous restons purement dans du feu. Et je pense que beaucoup aujourd'hui arrivent à cette conclusion, parce que si la puissance du feu pouvait régler le problème, je pense qu'aujourd'hui nous avons assez de puissance de feu pour régler ce problème-là. Juge Bernard Boukman. Oui, justement. Mais en fait, la question est également délicate. Mais c'est parce que même sous Damiba qui avait enclenché effectivement les mécanismes pour les négociations dont faisait référence le juge Vaha, la difficulté c'est qui assume la paternité de ces négociations. Donc, en même temps, un ministère de la réconciliation qui engage et qui dit on va laisser la tâche aux autorités morales des zones de le faire. Si ça ne marche pas, à qui on impute la responsabilité? On a vu que dans certaines localités, ça commençait à coincer. Donc, en fait, c'est ça aussi la délicatesse de la situation. Vous partez, tout le monde dit on ne négocie pas avec le terrorisme, que ce soit au Burkina ou hors des frontières du Burkina. Les gens ne veulent pas admettre. C'est pourquoi on dit, on trouve l'astuce pour que les autorités morales fassent ce travail. Mais si ça coince, qui répond? En fait, qui prend les engagements, dit si les terroristes, nous déposons les armes, voilà ce que nous voulons comme condition.
En fait, je reviens encore pour préciser. Il ne s'agit pas de négocier avec les terroristes. Parce que quand on dit négocier, c'est comme les terroristes donnent leurs conditions et nous, on accepte, ou bien nous, on donne notre condition. Et puis, non, il ne s'agit pas de ça. Quand je dis des mécanismes d'accompagnement, ça veut dire quand je dis les communautés, il ne s'agit pas des communautés terroristes. Mais c'est de telle sorte que les différentes communautés dans certaines zones rouges puissent se sentir aussi appartenir à un État, avec des mécanismes de telle sorte que le terroriste qui veut quitter le terrorisme là puisse avoir des mécanismes de réinsertion. Quand je dis mettre des mécanismes civils, ça va plus loin que ça. Quand on prend la police, souvent quand on recouvre une zone, on met de la police qui ne fera pas le travail classique de cette police-là, mais qui sera une police de proximité, de telle sorte qu'on puisse faire de la prévention. Il ne s'agit nullement d'aller dire aux terroristes, bon, vous arrêtez, voilà. Non, il s'agit de reconstruire une nation, il s'agit de reconstruire un État qui se préoccupe des difficultés. Parce que quoi qu'on dise, quand nous prenons la zone du Liptako-Gourma, pendant longtemps, l'État central l'a négligé. Souvent, quand vous dites à quelqu'un que Djibo est plus proche que Ouaga, il ne le sait pas. Mais à l'époque, le marché de Djibo, combien de milliards ça pouvait faire rentrer? Combien de milliards ça faisait circuler? C'est toute une économie. Quand nous partons dans la zone de Dori, ils ont des mines d'or, mais qu'est-ce que ça leur apporte réellement? Qu'est-ce que l'État central a fait pour cette zone du Liptako-Gourma? Ce sont autant de questions. Je ne dirais pas que j'ai tous les éléments de réponse, mais je pense que si nous associons les différentes intelligences, aussi bien les sociologues de ces différentes zones-là, les stratèges, nous pouvons définir ensemble une stratégie globale qui tient compte des différents paramètres, qui va au-delà de la question puissance de feu. Alors, quand vous regardez, au-delà de tout, la situation nationale, c'est aussi la gouvernance. Quelle est l'analyse que le docteur Louré se fait de la situation nationale, au-delà même de l'aspect sécuritaire? Et la question nationale, pour moi, elle est plus préoccupante que la question sécuritaire en elle-même. Parce que cela nous met dans un cercle vicieux. Quand je dis cela nous met dans un cercle vicieux, parce que je prends l'utilisation de la violence. Vous savez, l'utilisation de la violence doit avoir un délai court. Si vous décidez d'utiliser de la violence. Qu'est-ce que vous appelez l'utilisation de la violence? Par exemple, ne pas respecter la loi. Le fait de violer les droits fondamentaux des citoyens. Je parle des enlèvements, je parle des réquisitions arbitraires, je parle du fait qu'on ne respecte pas les décisions de justice. Parce que la justice est la seule chose qui vous protège, vous et moi, et même ceux qui sont au pouvoir. Ça vient ajouter un autre problème à nos problèmes déjà. Parce que ça crée dans la population des gens qui ne se reconnaissent pas forcément dans ce qui se fait. Ça, c'est le premier aspect qui, je trouve, primordial. On ne pourra vraiment vaincre la question terroriste sans une question de bonne gouvernance. On ne peut parler de bonne gouvernance tant qu'on n'est pas soumis à la même justice. Parce qu'aujourd'hui, le Burkina Faso, il y a deux catégories de citoyens. Ceux qui supportent le régime, ils ont le droit de faire quasiment tout ce qu'ils veulent. Et ceux qui pensent, je ne dis pas qu'ils ne supportent même pas le régime, mais qui veulent donner une Quand vous dites que ceux qui supportent le régime ont le droit de faire quasiment tout, est-ce que vous n'y allez pas un peu trop? On a vu des gens qui ont... Ils respectent aussi la loi. On a vu des personnes, des soutiens du régime qui ont fait la prison, qui ont été condamnés par la justice. On a également vu des soutiens du régime qui ont menacé des gens avec des machettes et rien ne s'est passé. On a aussi vu des soutiens du régime qu'on allait enlever dans un palais de justice. Parce que ce que je dis, c'est que quand on dit l'état de droit, et souvent les gens ont tendance à dire que l'état de droit c'est importé de l'Occident, je dis c'est faux. Il faut lire Cheikh Anta Diop. Il faut lire l'histoire de l'Empire du Mali. Il y avait l'état du droit. Parce qu'aujourd'hui, on est tous unanimes. Vous ne pouvez mettre en place quelque chose de périn sans l'état de droit. Et je dis, si demain nous décidons que tous les Burkinabés doivent porter un pantalon au niveau du genou et que nous votons la loi, ça se soumet à tout le monde, même le président se soumet à ça. Voilà ce qu'on demande. Il faut que tous les Burkinabés soient soumis au même régime de traitement vis-à-vis de la justice. Qu'est-ce que vous faites du contexte de mobilisation générale et de mise en garde qui a été adopté? Mais justement, même le contexte de mobilisation générale et de mise en garde est réglementé par une loi qui ne permet pas de l'arbitraire. Ce n'est pas de l'arbitraire parce que ça doit suivre un schéma bien défini. Ce n'est pas au bon vouloir de quelqu'un. De telle sorte que tous les citoyens sont soumis à la même rigueur. Mais ce n'est pas le cas, c'est ce qui est dommage. Et pour aller encore plus loin sur votre question sur la gouvernance générale, la gouvernance, c'est une question économique. La gouvernance, c'est une question de politique étrangère. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est en train d'être mis de plus en plus sur la sellette. Parce que tout ce qui se passe ici, les autres le voient un peu de mauvais œil. Certainement, nous en parlons. Nous avons quitté la CEDEAO. Les Occidentaux, on commence à voir le Burkina Faso d'un mauvais œil parce qu'on dit qu'on ne respecte pas forcément
les droits des uns et des autres. Parce que ce que je dis, si on doit arrêter quelqu'un, on l'arrête, on le soumet à la justice et ça se poursuit. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit d'arrêter quelqu'un, mais quand on arrête quelqu'un, il faut l'arrêter dans la réglementation qui existe au Burkina Faso. Donc ce sont autant de questions qui font que je m'inquiète davantage pour le Burkina Faso, parce que si nous ne trouvons pas un consensus minimal autour duquel nous pouvons nous réunir pour aussi bien la question sécuritaire, je crains fort que nous soyons toujours dans ce cercle vicieux-là, en train d'avoir plus de problèmes que de solutions. Juge Favara. Oui, ce que vous dites, c'est vrai que sur la question des libertés, il y a une lecture aujourd'hui qui est bien différente. Ça veut dire que le contexte devrait tenir tout le monde. C'est un peu l'esprit qui est donné. On ne peut pas être hors sol, c'est-à-dire oublier le contexte sécuritaire dans lequel nous sommes, que ce soit dans l'analyse, aujourd'hui c'est ce qui est demandé, que ce soit même dans la critique et que ce soit dans chacun des aspects. Est-ce que ça ne se tient pas aussi, parce qu'on est dans un contexte qui est assez sensible et très difficile. On a vu l'expression de ces libertés-là sous Roch Kaboré, mais sous Damiba, même quand vous étiez à l'Assemblée nationale, vous avez vu que ça a changé. Des gens ont boxé déjà dans ce pays-là et puis c'est pas allé quelque part. Avec des caméras, c'était filmé. Vous, en ce moment, vous étiez à l'Assemblée nationale, donc ça tenait compte aussi du contexte, mais ça n'a pas changé outre mesure. Certains disaient même, concernant certains qui avaient encore à l'ALT, que bon, pourquoi ceux-là ne quittent pas et ne démissionnent pas? Parce que ce qu'on est en train de voir, ce n'est pas normal. Mais en ce temps aussi, c'est la même question, on vous la posait. Pourquoi est-ce que vous ne partiez pas alors que ces mêmes constatations-là se faisaient? En fait, ce qui est bien à rappeler, quand cela s'est passé, nous l'avons dénoncé. Et même la première fois qu'on a interdit une manifestation à Ouagadougou, nous l'avons dénoncé. On dit non, ce sont les droits des citoyens. Et maintenant, quand on dit pourquoi vous ne quittez pas, je dis si j'étais à l'exécutif, à la limite, parce qu'il y a la solidarité dans l'exécutif. Mais à l'Assemblée, si j'étais resté mieux, à la limite, on pouvait me le reprocher. Les gens disaient tu ne peux pas critiquer et y rester. Mais l'Assemblée, c'est le coin par excellence de la contradiction. C'est le coin où les débats doivent se mener. Si on était resté silencieux, on ne l'avait pas dénoncé, on pouvait nous le reprocher. Mais nous dit que nous le dénonçons et que nous ne démissionnons pas, je pense que si c'était à l'exécutif, à la limite, on pouvait comprendre. Parce qu'il y a une solidarité systématique. Mais à l'Assemblée, je n'ai aucune solidarité avec l'exécutif. Mais là, on n'est pas... C'est-à-dire, vous dites Assemblée, mais là, on n'était pas dans un schéma d'éléments et de membres élus. Non, donc, vous avez été désigné par un système et tout qui avait été mis en place, lequel système commençait à être défaillant et beaucoup dénonçaient les défaillances du système. C'était aussi de s'assumer que de dire je quitte parce que bon, je suis l'émanation des systèmes qu'on a mis et moi je trouve que ce qui est en train de se passer n'est pas bon. Je suis totalement... En fait, là on ne parle pas d'une assemblée d'élus. Hein. Non, je suis d'accord. Mais voilà, justement, ça par exemple, vous avez deux lectures d'une assemblée. Est-ce que l'assemblée qui a été mise en place devait jouer le rôle comme si c'était une assemblée élue ou pas? C'est ça la grosse question. Parce que, comme on le dit, je suis allé sous la bannière des organisations de la société civile. Et je dis encore, il y a des gens qui ont été victimes du push, c'est-à-dire le MPP. Et la MPP, ils étaient là, ils n'ont même pas bronché. Donc, reprocher à quelqu'un qui n'était même pas victime d'un coup d'État, qui a dénoncé pour qu'il ne démissionne pas, dans un centre où c'est le coin par excellence de la contradiction, il se pourrait que... Non, je termine, s'il vous plaît. Oui, il se pourrait qu'à un certain moment, qu'on arrive à un niveau où je dis, je quitte. Ça, c'était une possibilité. Mais ce que je veux qu'on retienne, déjà, quand vous dites les gens ont boxé, c'est arrivé... Donc, vous siégiez avec des députés qu'on a vu dans des vidéos en train de boxer des manifestants ou des gens qui s'étaient réunis pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec un certain nombre d'éléments. Tout à fait. Vous siégez avec ces messieurs-là qui avaient le vent en poupe, qui étaient... voilà. Juste, en fait, ce que je veux que vous compreniez, si nous n'avions pas dénoncé cela, on pouvait dire que nous avons eu un silence complice. Est-ce que, parce que quelqu'un qui était à l'Assemblée a boxé les gens, le lendemain je devais démissionner? Puisque c'est la question que vous me posez, je dis non. Parce qu'il ne faut pas confondre les choses. Peut-être qu'à un certain moment, on aurait pu dire oui, c'est arrivé là, mais ce sont des individus qui ont été poursuivis en justice et d'autres sont allés en prison pour ces faits-là. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas comparable. On part chez des gens, on les enlève, sans autre forme de procès. Et la famille ne sait pas où ils sont. À cette époque aussi, il n'était pas question d'une autre forme de procès. Étions-nous soumis à la même justice? Non, en fait, ça, c'est exactement un débat que je suis d'accord. Je dis, à l'Assemblée, c'est le point par excellence de la contradiction. Maintenant,
C'est comme vous me dites, par exemple, est-ce que l'Assemblée législative de transition devait jouer le rôle d'une Assemblée élue ou pas? Ça, si vous dites que non, ça ne devait pas jouer le rôle d'une Assemblée, donc c'est plus une Assemblée. Je parle de la personne, de celui que nous recevons aussi, qui défend ses convictions, oui. Et pour ses convictions n'est pas prêt à transiger pour quelque raison que ce soit. Et j'ai dit, peut-être qu'on aurait pu comprendre, parce que beaucoup se posaient la question, et vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que vous ne vous assumez pas jusqu'au bout en définitive. Mais justement, pour dire sincèrement, je pense que pour cette question, parce que quelqu'un a boxé quelqu'un dans la rue, que je démissionne. Non, pas que ça. On a cité beaucoup de choses ici. La parole au ministre Benabou. En réalité, la situation est allée crescendo. Et il y a eu des abus. On prend les derniers régimes là. Il y a eu des abus. Mais maintenant, comme la forme de gestion du pouvoir est différente de celle dans laquelle nous sommes, c'est à cause de ça. Sinon, sous le régime de Blaise Compaoré, on a vu de la force qui a été faite des gens, on a piétiné la justice et tout, il y a plein de dossiers impunis. Sous le MPP, on l'a vu. Sous Damiba, on l'a vu. Il y a eu cette affaire de liste noire également qui circulait. Ça, c'est des faits. Vous faites partie, si je ne me trompe pas, également d'une association de journalistes et d'activistes victimes d'intimidation et tout, qui a été formellement créée pour vous protéger. C'est-à-dire que les choses sont allées crescendo. Ce qu'on a vécu sous Damiba, on vivait ça sous les réseaux sociaux avec le MPP, où les gens se sont arrogés le droit de boxer les gens, mais à travers les réseaux sociaux. Des jeunes s'en prenaient à vous, vous insultaient, vous ridiculisaient, et puis il n'y a rien. Il y en a même qui ont répondu en justice. Mais là-bas, la boxe se faisait sur les réseaux sociaux ou bien sur les émissions interactives. Mais maintenant que c'est devenu un régime militaire et que, des jeunes qui ont accompagné le processus se sont mis en avant, ils se sont dit, c'est à nous maintenant de protéger. Et puis il n'y a plus de conférences de presse. On vient, on vous fouette, on casse les chaises, on s'en prend aux personnalités, et puis ça circule. Pour quelqu'un qui est assis au niveau de la représentation nationale, ça a choqué. Bien sûr. Ah, bien sûr. Que je ne partage pas forcément son choix politique ou idéologique. Que moi, je me réveille un matin, on dit c'est celui-là qui fait partie de ceux qui nous représentent dans une assemblée législative pour le débat contradictoire. Et je vois ce monsieur-là avec fouet, bandant les muscles, en train de fouetter les gens dans les rues. Pour le citoyen burkinabé, dit mais on est arrivé où là? Non, c'est choquant, je suis d'accord. C'est choquant. Oui. Donc, effectivement, votre part de réaction était très attendue. Et ça, je partage l'avis du juge. Maintenant, vous avez fait un choix de dénoncer et de ne pas partir. Moi, je respecte également ce choix. Je suis d'accord, moi, je respecte ce choix. Mais ça a été tellement un déclic que c'était... Le symbole en lui-même était parlant, c'était très fort. Que celui qui porte l'écharpe, le drapeau pour nous représenter, qui fait des photos pour dire maintenant je suis à l'ALT, se retrouve en train de se jouer les brigands dans les rues, on se dit mais c'est quelle ALT on avait? Et aujourd'hui, il y a d'autres également qui ont pris le relais, qui ne bastonnent pas physiquement, mais qui vous bastonnent également sur les réseaux sociaux, qui lèvent des fatwas contre vous. Mais, donc on est rentré dans un système, mais comme on est dans un régime militaire, comment est-ce qu'on conjure tout ça? Comment est-ce qu'on règle tout ça? C'est ça aussi. J'ai l'impression que chacun se dit, comme c'est notre tour, on y va. Même sur les questions minimales de respect de la procédure judiciaire, on n'y est pas. En fait, j'aime votre chute. Parce que est-ce qu'on doit rester dans ce cercle vicieux en train de répéter les mêmes erreurs, ou bien à un certain moment, on doit avoir la sagesse de mettre un terme à tout ça? J'accepte, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Peut-être certains ont dit tu aurais dû démissionner, certains ont dit non, tu ne démissionnes pas. Démissionner à quelque temps, ça serait de la lâcheté. Puis s'il y avait démissionné, certains diront il y aura toujours à redire. Mais aujourd'hui, la grosse question qu'on se pose, il l'a dit, le régime Compaoré a usé de la violence. Le régime Kaboré, peut-être à une moindre mesure, pas cette violence physique ou ce qu'on constate, le régime Damiba, le régime Traoré, mais on est dans un cercle vicieux depuis nos indépendances. J'aime à le répéter, aucun président burkinabé n'est arrivé au terme de son mandat et transmettre le pouvoir à quelqu'un d'autre. N'eût été que ce soit une insurrection, un soulèvement ou un coup d'État. À un certain moment, est-ce que sagesse ne voudrait pas que nous faisons le diagnostic sincère de la situation pour aller de l'avant? Tout ceci vient me dire que non, si la violence pouvait maintenir quelqu'un indéfiniment au pouvoir, ces gens-là, notamment le régime Compaoré, ils n'auraient pas quitté le pouvoir. Alors peut-être que nous devons à un certain moment réfléchir à créer des institutions fortes, puisque c'est la question toujours d'hommes forts ou institutions fortes, à mettre des institutions fortes, notamment judiciaires, qui puissent nous réguler
de telle sorte que demain, si quelqu'un sort tabasser quelqu'un d'autre dans la rue, que moi, je n'ai pas besoin de le dénoncer, que je n'ai pas besoin de démissionner de quoi que ce soit, mais qu'il y ait un système qui le sanctionne systématiquement. C'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on a toujours demandé. Maintenant, on peut toujours spéculer, est-ce que, parce que le régime Kaboré, ils ont fait ci, ils ont fait ça, est-ce qu'ils ne peuvent pas amener une analyse autre? Je pense qu'à un certain moment, il faut que sagesse l'emporte et que nous réfléchissions vraiment à des mécanismes pour pouvoir aller de l'avant. Sinon, nous serons dans cet éternel recommencement. Parce que je ne pense pas qu'un autre président aurait le monopole de la violence comme le président Compaoré à l'époque. Alors, vous parliez tout à l'heure, le tout militaire n'est pas forcément une solution, c'était vos mots. Aujourd'hui, l'autofront du gouvernement de transition, il s'agit du combat pour l'atteinte à l'autosuffisance alimentaire et beaucoup de choses sont faites à ce niveau. Quelle est l'appréciation du docteur Harouna Louré sur ce plan? C'est à féliciter parce que quoi qu'on dise, il faut pouvoir se nourrir. Aujourd'hui, toutes les actions qui sont menées dans le sens de l'autosuffisance alimentaire, je pense que c'est à féliciter. La seule chose, peut-être la petite inquiétude que j'ai, quand je discute avec certains du domaine, il ne faut pas aussi mettre la charrue avant le bœuf. C'est comme un peu notre système de santé avec la réforme. Peut-être qu'on veut bien faire au fond, mais que finalement, on n'arrive pas à des solutions. On se rappelle tous de la révolution agricole en Chine de Mao, qui a entraîné plus de famines et des millions de Chinois sont morts après. On peut vouloir bien faire, mais comme je le dis souvent, en voulant bien faire, il faut associer toutes les personnes concernés de la question, aussi bien les experts de l'agriculture, tout ça. Je ne dis pas que ce n'est pas ce qui est fait. C'est ce que je souhaite, de telle sorte que vraiment, on n'aboutit pas à un désastre après, comme on l'a vécu sous Mao Zedong. Il y a aussi à côté de l'actualité sous-régionale, on ne parle plus de CEDEAO parce que le chef de l'État l'a dit, c'est un chemin de non-retour. On n'a pas entendu le docteur Harouna Louré sur un plateau sur la question. Pour vous dire vrai, pour moi, c'est assez regrettable qu'on quitte la CEDEAO. C'est assez regrettable. Maintenant, je félicite la création de l'AES. Parce que comme je le pense, la zone du Liptako-Gourma, nous ne pouvons faire face efficacement à la question sécuritaire dans la zone du Liptako-Gourma qui concerne ces trois pays-là si nous ne définissons pas un minimum de stratégie commune, de sécurité, d'économie et de tout ce qui s'ensuit, comme vraiment dans un État. Parce que, peu importe ce qu'on va dire, la zone du Liptako-Gourma, il y a le Burkina Faso. Si nous n'avons pas vraiment une stratégie commune, les terroristes rentrent au Burkina, ils sortent, ils partent au Niger, ils rentrent, ils partent au Mali. Donc il nous faut forcément une stratégie commune de ces trois pays-là, à minima vraiment pour pouvoir faire face efficacement contre le terrorisme. La création de l'AES n'étant pas en opposition avec le fait d'être dans la CEDEAO, je pense que peut-être qu'il aurait fallu chercher à améliorer la CEDEAO, à poser certaines idées et discuter, mais quitter la CEDEAO, je crains fort que nous n'en tirions plus d'effets néfastes parce que déjà quand on prend, nous avons combien de millions de ressortissants en Côte d'Ivoire? Le gouvernement a largement communiqué là-dessus. Vous avez eu le chef du gouvernement qui très récemment a rencontré les opérateurs économiques et le monde du privé pour s'expliquer sur la question. Des assurances ont été données. Oui, non, en fait, ce que je dis, c'est qu'un exécutif a le droit de prendre une décision. Mais de pareilles décisions, il faut la mûrir dans tous ses sens. Je ne dis pas que ça n'a pas été fait. On a vu des exécutifs qui ont pris des décisions, mais qui se sont révélées être des catastrophes. Donc, pour moi, il aurait peut-être fallu pas quitter la CEDEAO. Il aurait fallu créer, certes, l'AES, renforcer l'AES, mais ne pas quitter forcément la CEDEAO. Parce que, quoi qu'on dise, c'est une zone économique déjà. Et on peut essayer de faire une analyse comparative des différents budgets. C'est vrai qu'en termes géographiques, c'est un grand espace, mais en termes économiques, c'est pas évident. 5 minutes de temps d'antenne, juge Geoffroy Vara. Oui, c'est vrai que sur cette question-là, beaucoup disent, les membres de l'AES auraient pu rester et puis faire changer les choses de l'intérieur. Mais remarquons que les choses n'ont commencé à changer que lorsqu'ils ont annoncé qu'ils vont partir. C'est ça aussi la réalité. C'est comme si c'était l'ultime carte que pouvaient sortir ces pays-là pour voir les autres d'en face bouger et se bouger. Vous avez vu récemment, il y a l'une des figures de proue de la CEDEAO qui disait que c'était impensable. Ce qui est arrivé était impensable pour eux. Mais pourquoi c'est impensable? Vous asphyxiez, vous fermez des frontières. Quand on prend le cas de la Niger, ce qu'ils ont fait était très grave. Et il y a eu une solidarité des pays comme le Mali et le Burkina. Il fallait s'attendre à ce qu'à un moment donné, on arrive à cette rupture. Mais ils se sont dit, on ne va jamais y arriver. Tant qu'ils vont souffrir, ça mettra les autorités à mal. Et sûrement que,
Mais ils ont tiré sur la corde et ça a cassé. Est-ce qu'il faut mettre à la charge de ceux qui s'en vont de n'avoir pas fait le combat à l'intérieur lorsqu'ils n'étaient pas du tout écoutés? En fait, ça, je ne veux pas leur dire que forcément s'ils étaient restés à l'intérieur c'est facile et tout. Mais il faut savoir aussi qu'on a tous adhéré à la CEDEAO avec ses principes. Ces principes ont été initialement violés par la nécessité de ces pays-là. Maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'il y a une image souvent que j'aime regarder? Il y a un épervier qui est là, et je pense que c'est un chien qui est au bord d'une falaise, et il bondit sur l'épervier. Est-ce que souvent, c'est pas ce que nous faisons? Juste pour essayer de se venger des autres, on fait un bond dans le vide. Et cette image, quand on dit on quitte la CEDEAO, peut-être on a nos raisons. Se venger de qui? Non, quand on quitte la CEDEAO, c'est pour dire simplement on n'est plus d'avis avec la CEDEAO. Et d'aucuns diront que c'est parce que aussi les échéances des élections arrivent et que les gens quittent la CEDEAO. D'aucuns diront ça. Chacun l'analyse un peu de son point de vue. Mais moi, je pense que on aurait pu trouver des consensus. Quand je prends un pays comme le Burkina Faso, je le regrette, mais malgré nos 2 coups d'État, on n'a pas aussi été sanctionné comme les autres. Est-ce que l'intérêt viscéral du Burkina Faso se retrouve dans quitter la CEDEAO si ce n'est pas peut-être pour une autre raison qu'on ne le dit pas? Vous pensez à quelle raison? Je ne sais pas, c'est comme si je le dis, donc on dit que non, parce que l'échéance de juillet 2024 arrive et que c'est sûr que la CEDEAO va prendre des sanctions. Si on quitte la CEDEAO, est-ce que la CEDEAO a le droit encore de sanctionner un pays qui... En fait, ce sont des spéculations, certes, mais en même temps, qu'est-ce que nous, on peut dire en interne, est-ce que la CEDEAO a sanctionné malgré tout ce qui s'est passé? Qu'est-ce que nous reprochons fondamentalement en dehors de cette question, la CEDEAO n'est pas la CEDEAO des peuples et tout? Voilà, qu'est-ce que nous reprochons fondamentalement? Le juge Benna Boukma. Oui, justement, cette question ne pourra pas finir de s'interroger là-dessus. Il y a effectivement des implications. Même la CEDEAO, lors de son sommet, a fait un point de ce que les pays de l'AES perdent s'ils quittent la CEDEAO. Maintenant, c'est qu'est-ce que nous gagnons? Je pense que maintenant, ce qui est important, c'est pas qu'est-ce que nous perdons. Ça, c'est un fait. Et ce n'est qu'un pan de ce que nous perdons que la CEDEAO a fait comme point lors de son dernier sommet. Je ne parle pas même des autres implications. Maintenant, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Je pense que c'est beaucoup plus là. C'est beaucoup plus là l'enjeu. Qu'est-ce que nous gagnons en n'y étant pas et en étant ensemble maintenant à 3? Je pense qu'il faut... Bon, c'est mon point de vue. Dès lors que le chef de l'État a dit que c'est irréversible et que nous avons une idée de ce que nous n'allons plus avoir en n'étant pas avec la CEDEAO, c'est qu'est-ce que nous gagnons aussi. Bon, moi, c'est un commentaire que je fais. Et je termine par une toute dernière question. Nous sommes à quelques mois de l'échéance qui a été impartie par la charte de la transition. Aujourd'hui, beaucoup parlent d'une prolongation de la transition étant donné justement les raisons sécuritaires. On ne peut pas organiser d'élections lorsque une partie du territoire est encore incontrôlée. Le chef de l'État l'a réaffirmé. Pour le docteur Harouna Louré, comment tout ceci se met en œuvre? Au fait, il y a un fait qui est là. Il y a une bonne partie du territoire qui est hors du contrôle de l'État central. Il y a un autre fait qui est là, dont le président au début, certes peut-être qu'il n'avait pas toutes les données, a dit que le délai était trop pour pouvoir revenir à un ordre constitutionnel. On a fait la charte de la transition. Aujourd'hui, comment on dépasse ce délai sans ne pas passer à la casse? C'est là toute la réflexion qu'il faut mener. Est-ce qu'il faut une nouvelle transition? Est-ce qu'il faut trouver une formule, comme on aime beaucoup plus le mot endogène, une formule endogène pour retrouver un ordre constitutionnel adapté à la situation, de telle sorte que nous puissions relancer pas mal de choses? Est-ce qu'il faut juste se faire fi de la charte de la transition et continuer comme si de rien n'était, une transition indéfinie? Ce sont autant de questions qui se posent, mais je pense que c'est aux autorités de trouver la réponse adéquate, de telle sorte que nous ne sombrions pas dans un inconnu qui risque de nous rattraper tous d'une manière ou d'une autre. Commentaire? Et c'est ici que nous mettons un point final à cette première audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Je rappelle que l'ancien député, le docteur Harouna Louré, était notre convoqué à la barre du tribunal. Merci d'avoir répondu à la convocation, docteur. Merci à vous pour l'invitation surtout. Merci à vous, juge Benna Boukma, pour les angles de regard et d'analyse. Merci, juge Geoffroy Vara, pour les clés de lecture. Merci également à vous, auditeurs et téléspectateurs, ici au tribunal de l'actualité. La rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Ne condamnez pas l'actualité sans l'avoir jugée. Rendez-vous demain pour une autre convocation.